Nous exigeons la liberté au sein de l'État de toutes les confessions religieuses. Donc tu vois, dans la mesure où elles ne mettent pas en danger son existence ou n'offensent pas le sentiment moral de la race germanique. C'est-à-dire en gros, tant qu'un curé dit pas qu'en fait que les Ariens ils sont complètement cons, ça va. Le parti en tant que tel défend le point de vue d'un christianisme positif sans toutefois se lier à une confession précise. Il combat l'esprit judéo-matérialiste à l'intérieur et à l'extérieur et est convaincu qu'un rétablissement durable de notre peuple ne peut réussir que de l'intérieur sur le base du principe de l'intérêt général. Donc au niveau conceptuel, le national-socialisme et l'hitlérisme n'est en rien opposés à l'idée d'une spiritualité catholique. Au contraire, il y a même pas mal de pages, j'invite tous les gens mesurés, même des gens qui ne partagent pas mes opinions, à lire Mein Kampf déjà dans une logique d'ouverture d'esprit, parce que comme ce sacré bouquin qui est à l'origine d'une guerre, sur lequel repose une guerre, on va dire, pratiquement personne ne l'a lu. C'est vrai que c'est un boulot, il faut une semaine de lecture, c'est 600 pages écrites petit, donc tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Mais je les invite à faire ça pour voir simplement que non seulement Hitler n'est pas anti-chrétien, mais il considère que l'Europe s'est fondée sur un fondement chrétien, une culture catholique, et il pense tout à fait naturel que cela se perpétue. Même si, voilà, l'homme nouveau n'a plus vraiment besoin de ça, on peut aller au-delà, mais le socle, il est hors de question que Hitler démolisse des églises, etc. Après que tu me dises que dans le régime allemand, il y a eu des dégénérés, des gens complètement dingues, des tortureurs, tout ça, bon bah, Visconti, on a parlé dans un film, les derniers Visconti, un film magnifique, où il te parle de la, comment dirais-je, du caractère complètement déliquescent de la morale de certains SS et de certains SA, bon ok, mais en termes conceptuels, ça ne s'oppose pas. Mais par exemple, Hitler, il concevait, on peut dire, la race allemande, la race aryenne, comme une race à part. C'est-à-dire, pour lui, les Français formaient une autre race. Ah oui, tout à fait. Enfin, non, mais il était raciste à un degré qu'on ne peut même plus concevoir aujourd'hui. Mais où veux-tu en venir en disant cela? Ouais, c'est-à-dire que, non, parce que lui, il n'était pas sur logiciel blanc, il pensait... Oui, mais alors, ça aussi, oui, d'accord. Ce que tu me dis me fait rebondir aussi sur quelque chose c'est que souvent on te dit, voilà, l'hitlérisme, le national-socialisme, c'est quand même deux choses pas tout à fait exactes, et le christianisme s'oppose, parce que le christianisme est universaliste, comme d'ailleurs l'islam, alors que le national-socialisme, non. Voilà. Alors, ça reprend en plus un peu sa question. Bon, très bien. Alors en fait, le christianisme n'est pas universaliste dans le sens du monde profane, c'est-à-dire du monde d'ici. C'est-à-dire que nous serons unis dans la foi et nous irons au paradis au même endroit avec un chrétien gabonais et un chrétien blanc. Cela ne signifie en aucun cas au niveau politique que ces deux personnes doivent coexister en un même endroit. Parce que ça, au contraire, c'est Babylone. Et Babylone, c'est l'ennemi du Christ. Tu vois? Donc souvent on te dit, de toute façon, mais les gens n'ont rien lu. Les gens te disent, oui mais Daniel, t'es méchant, tu dis que t'es chrétien, mais tu tends pas l'autre joue. Mais il y a une différence entre tendre l'autre joue et se laisser sodomiser. Tu vois, ça n'a rien à voir. Jésus parle en termes d'allégorie. Tu vois, ça n'a absolument rien à voir. Et de la même manière, ce n'est pas écrit dans les évangiles noir sur blanc, oui salut, en fait, il faut que vous viviez tous ensemble, le noir doit coucher avec le blanc, le japonais doit coucher avec le juif, tu vois. Donc le national-socialisme et le christianisme, loin de s'opposer, pour moi, peuvent même trouver un point de jonction. Et c'est quelque chose que je vais développer dans la suite de mes œuvres, donc je laisse ça un peu en suspens. D'accord. Donc, Mein Kampf, alors on me dit Mein Kampf n'a rien à voir avec le national-socialisme, à la française encore moins, il faut vraiment être un nostalgique du Troisième Reich pour débiter de telles rasaneries. Mais non, je l'ai dit que c'était pas pareil. Et on dit, tu penses quoi du national-socialisme à la Chavez? Ben, je pense que c'est pas du national-socialisme parce que Chavez est antiraciste. Et tu ne peux pas Chavez que j'apprécie par ailleurs, hein, sur plein de points. Hein. Mais Chavez est violemment antiraciste. Or, ce qu'il faut se mettre les gens, parce que finalement, j'ai pas expliqué l'essentiel. Moi, quand je dis raciste, je n'emploie pas ce mot au sens péjoratif du terme. Le racisme, c'est l'idée de préférer vivre avec des gens de sa race plutôt que d'autres gens. C'est ça la définition stricte et première du racisme. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas en gros les gens ne valent rien, on va tous les tuer. Tu vois, ça c'est la conquête, c'est autre chose, c'est pas du racisme. Donc, par ses discours, par son attitude, par son charisme, Chavez est éternel. Mais pour moi, Chavez n'a pas mené une politique nationale-socialiste parce que, évidemment, alors tu vas me dire, oui, mais il n'y avait pas d'étrangers chez lui, mais parce que personne ne veut aller au Venezuela, si tu veux pas. Mais quelle race lui-même, Chavez? C'est un Indien. Oui, mais que veux-tu dire par là? C'est un autochtone. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas... Tu vois, par exemple, quand il voyait la politique française, il était mélenchoniste. Ses conseillers lui ont dit, bah en fait, ton équivalent en France, c'est le parti de gauche. Ouais, parce qu'il comprenait pas trop. Ouais, hein. mais il serait pas Il y a du débat là-dessus, hein, parce que nous, on a reçu Vincent Lapierre, ils sont pas tout à fait d'accord. C'est vrai. Bon, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que pour moi, Chavez a une vision du christianisme qui n'est pas celle
original en fait quoi. C'est-à-dire que le droit d'asile, faut jamais oublier que c'est un truc, c'est lié à des événements particuliers. C'est pas une obligation. C'est pas genre vous êtes un pays chrétien donc vous devez accueillir toute la misère du monde. Non, c'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas ça. Le christianisme pour moi c'est la théorie des cercles concentriques. C'est-à-dire apprends à aimer ton voisin. Ton voisin c'est d'abord celui qui est le plus près de la proximité physique. C'est-à-dire qu'en fait, aime ta mère, aime ton père, aime ton fils, aime tes amis, aime les amis de tes amis, etc. C'est comme ça. C'est le contraire du gauchisme en fait. Le gauchisme c'est genre aime les Tibétains et puis écoute ta mère est en train de crever du cancer et qu'elle aille se faire foutre selon votre national. C'est ça un gauchiste, tu vois. Donc voilà. On me dit peuple pur, race élue, même combat. C'est vrai qu'il n'y a pas un côté un peu peuple élu, un peu dans ce... Ah oui, alors oui. Je vois ce que ce métanote veut dire. Mais comme je te disais tout à l'heure, je pense que dans une logique de motivation, tu ne peux pas t'unir avec des gens de ton ethnie et de ta race si tu ne penses pas que vous avez un rôle à jouer important. Ça ne veut pas forcément dire écraser les autres, ça veut simplement dire oui, je ne veux pas que ma race disparaisse parce que c'est la mienne. Donc l'élection en fait peut être entendue de différentes manières, mais un peuple élu c'est d'abord... C'est ton peuple, donc tu as envie que ton peuple survive, c'est tout à fait logique, mais moi je ne t'ai jamais dit à ma connaissance, je veux non seulement que les blancs soient maîtres chez eux, déjà ça va être un combat de je sais pas combien de siècles, mais en plus de ça, après ils vont aller se venger, ils vont retourner en Afrique pour tout le mal qu'on leur a fait, ou ils vont retourner ou en Israël. Non, c'est pas ça que je te dis. Au contraire, je pense que c'est si tu veux, l'homme blanc pour moi a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il est allé tellement vite en termes de progrès technologique, de civilisation, etc., qui s'est dit à un moment donné, je peux conquérir le monde. Et là, il s'est planté. Il s'est planté parce qu'il a essayé d'imposer sa vision du monde aux autres, ce qui déjà était immonde en termes d'intrusion. Genre, salut, d'ailleurs, Diodo en parle très bien de ça, genre, salut, est-ce que tu connais Marie, quoi? Le mec est là avec son, tu vois, non, moi j'ai le dieu de la forêt, c'est vrai, tu vois. Déjà, donc c'était déjà immonde sur le plan moral, mais en plus de ça, c'était idiot sur le plan stratégique parce que, tu vois, tu ne peux pas, de la même manière que tu ne peux pas arriver en Irak en disant toc toc, c'est la démocratie. Si tu veux, les peuples et le monde musulman, la démocratie, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, il est clair, et là je suis d'accord avec les antiracistes, au moins sur ce plan-là, il est clair que le blanc a péché par orgueil. Et cela ne doit plus jamais se reproduire. C'est-à-dire qu'il faut encourager les gens extra-européens à retourner chez eux dans une logique identitaire de retour aux racines, et il ne faut plus jamais retourner les emmerder. Voilà. Voilà. Ouais, parce que ça, on me dit le nazisme est luciférien comme le communisme et le capitalisme, donc anti-chrétien. Ouais, mais ça, il n'y a que de l'affirmation. Alors tu demanderas à Smetano qui m'explique en quoi le nazisme est luciférien en fait. Parce que Hitler, il a quand même participé à des sociétés cheloues, sociétés de Tulé. Ah, écoute, soyons sérieux, c'est une émission sérieuse. Non mais ok ça. Non mais attends. Ça existe, tu peux pas quand même le... Non mais tu vois, même à ce moment-là, Dieudonné aussi, tu sais, je sais pas si t'es au courant, mais en 2001, il a fait une conférence de nage masonique, tu vois, non mais voilà, non mais on peut pas, ça peut pas marcher comme ça. Ou comme l'histoire de Hitler est allé au centre de la Terre, s'il te plaît, s'il y a un métanote qui me demande ça, moi je... Non mais on a déjà parlé de ça. C'est de ça qu'il a tiré son génie, tu vois. Alors il y a aussi un truc... Ouais mais tu peux pas balayer quand même le côté occultiste. Si, je le balaye parce que les sources sont pas... C'est pas fiable, tu penses, toi? Je sais pas que c'est pas fiable, mais je veux dire, là je suis rénoiriste là-dessus, c'est-à-dire que sur l'ensemble d'une œuvre, le fait qu'à un moment donné, il allait boire un café avec des mecs de la société de Tulé, on en a rien à foutre. Le projet nazi, écoutez, tous ces gens-là, excuse-moi, je vais être un peu irrespectueux vis-à-vis de certains métanotes, vous avez plutôt une culture YouTube et pas une culture livresque. Parce que si vous aviez une culture livresque, vous sauriez qu'en fait, il n'y a rien de mystique dans le nazisme. Parce que déjà, je vais te dire un truc, un scoop sur les sociétés secrètes, c'est que les sociétés secrètes ne donnent jamais leur objectif. Parce que s'ils le donnaient, en fait, on leur démontrait la gueule, en fait. Que si les maçons disaient, nous, en fait, notre but, c'est que Satan règne sur Terre. Hein, ils le disent pas, donc c'est pour ça qu'ils nous la foutent dans le cul. Alors que, et ça aussi, c'est une idée qu'on a généralement sur les mouvements d'extrême droite, et c'est très bien que je parle de ça, parce que je voulais vraiment en parler, c'est que on dit souvent du fascisme qu'il avance tête baissée. Enfin, plutôt qu'il avance avec un voile. Genre, attention, tu sais, par exemple, les gens qui sont anti-Front National, vous verrez quand ils seront au pouvoir, ils vont tuer des gens. Oui. Bon, et en fait, le nazisme, et à travers l'écriture de Mein Kampf, c'est 1924, 1924, je crois. Donc, le plan, il était exposé. Il n'y avait rien de caché, il n'y avait rien de secret. En quoi est-ce luciférien? C'est pas luciférien du tout. Ce qui est luciférien, justement, c'est la sinuosité. Et le nazisme, c'est la clarté. Dans l'horreur parfois, parce que c'est genre en gros, on a la race supérieure, vous dégagez. Mais en tout cas, tu peux dire qu'ils sont méchants les nazis, mais tu peux pas dire qu'ils cachent des choses, tu vois, qu'il y a une mystique, quelque chose qu'on ne voit pas, etc. Non,
Au contraire, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. Oui, ils avaient quand même, il y a des gens très très bizarres autour d'Hitler quand même. Après, on peut dire oui, ça n'a pas d'influence, mais quand même, ils étaient là, ils ont une influence. Il y a des gens qui ont participé. Écoute, moi en tout cas, dans le projet politique, je ne crois pas que... Bon, tout ça participe aussi d'un truc que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression que les gens ont une haine des élites qui est justifiée évidemment par l'horreur du quotidien qui est due à ces mêmes élites, mais les gens pensent que tout ce qui se produit d'extraordinaire est forcément le fruit d'un complot ou d'une chose qui n'est pas, comment dire... qui n'est pas possible en fait. On va te dire, voilà, par exemple tel attentat, ça n'est pas possible que ça ait été fait, attention, hein, le 11 septembre, je dis pas que le 11 septembre c'est la version officielle, je te dis quand même, cette réaction permanente, à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, par exemple, c'est vrai que le parcours d'Hitler est extraordinaire par sa rapidité. On va te dire, ouais, mais il y a des choses louches, il était financé par ceci, cela et tout machin. Non, oui, mais le parcours d'Hitler était extraordinaire parce qu'il était extraordinaire. Ouais, Cet homme était extraordinaire. Américains, les financements Rothschild, ils existent. Mais toi ou moi, on me donne un financement Rothschild, moi je t'assure que je fais pas l'Allemagne ça parce que j'ai pas le talent de ces gens-là. Donc il n'y a pas seulement la dimension par qui, par quoi, qui a fait quoi. Il y a aussi à un moment donné des choses spontanées qui se produisent dans le monde et qui sont liées au talent des gens. Moi je vois le nombre de gens qui te disent, parce que bon, dans le milieu nationaliste, nous des terroristes blancs, on n'en a pas 50 000, le dernier c'était Breivik. Le nombre de fois où je lis des trucs genre ouais mais Breivik c'est un inside job machin bidule, pour même des gens des nationalistes qui te disent en fait il a été financé pour tuer des gens, comme ça en fait les antiracistes ont un moyen de pression sur nous en disant mais vous avez vu Breivik c'est un enculé, il a tué des... Non, il a tué 80 personnes tout seul. Il a préparé son truc pendant 10 ans, il en a fait un bouquin, il s'est préparé, il a fait une diversion, il y allait, c'est tout à fait logique. Écoute, franchement, une personne intelligente qui se prépare physiquement peut tout à fait faire des actes qui paraissent des actes de surhomme, alors qu'en réalité, il s'agit simplement de préparation. Et l'homme blanc, quand il s'énerve, est capable de ce genre de choses. Non, mais c'est pas Faut du pas tout énerver les blancs quoi. Bon, on va faire la petite pause. Je réponds, attends, parce qu'on me dit oui, te pas répondre, réagis. Le mec te dit que c'était écrit, donc ça légitime l'horreur. Réagis quoi à la révolte. Écoute mon cher, à la révolte, ça légitime. Mais l'horreur de quoi Hitler aurait gagné, l'Europe aurait été blanche, pour eux, quelle horreur. Ouais, non, puis surtout, il y a eu de l'horreur des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faut bien reconnaître que même s'il y a eu de l'horreur du côté des nazis, on peut pas occulter l'horreur des Américains qui bombardent Hiroshima, on va pas occulter l'horreur des Russes, etc. Je veux dire, tout le monde c'est une guerre de bouchers, je pense que sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est comme si tous les bouchers se valent. Hein. Pour moi, alors oui, Daniel, il pense ce qu'il veut, il dit tout était écrit, ça justifie pas l'horreur. Réagit, non, je suis désolé, il dit ce qu'il pense. Et dans ce cas aussi, je dois réagir sur les Russes, je dois réagir sur les Américains. Et puis, on réagit jusqu'au bout pour se lever contre l'horreur. Mais l'horreur, elle était, il me semble-t-il, de mon point de vue, en tout cas, partout. Voilà, c'est pas, on peut pas, voilà, elle était du côté allemand comme elle était du côté russe, comme elle était du côté américain. Parce que je pense pas que les Allemands qui se prenaient les bombes sur la gueule et les Français aussi au passage. Dans des villages, parfois, il n'y avait même pas de nazis. Hein. Voilà. Des villages détruits par des Américains. Bon, enfin bref, les frappes chirurgicales. Voilà, oui, non, mais c'est pour dire que les réactions sont partout. Donc voilà. Tout à fait. Juste pour répondre à ça. Et puis de toute façon, on va revenir. Et ouais, ça discute beaucoup. Hein. Je te dis, tout le monde n'est pas d'accord. T'as les pro-conversado, t'as les anti-conversado. En tout cas, on va revenir après. Puis on répond à vos questions, à vous, la régie. À tout à l'heure. Voilà, donc de retour, troisième partie, toujours avec Daniel Conversado. Alors, tu as vu beaucoup de réactions, beaucoup de réactions. Voilà, il y a des partisans qui sont absolument d'accord avec toi, ça discute beaucoup, d'autres qui sont pas du tout d'accord avec toi. Il y a pas mal de questions différentes. Voilà, il y en a une question, tiens, pourquoi Dieudo t'a licencié? C'est vrai. Dieudo m'a licencié parce que je m'entendais très mal, alors c'est ma version, hein, bien sûr, vous avez le droit de ne pas y croire. Hein. Il m'a licencié parce que sa femme me détestait littéralement, pour des raisons que j'ai toujours ignorées. Tu sais, le délit de sale gueule, le j'aime pas ta gueule. Ce qu'elle n'aimait pas, c'est que Dieudo, au départ, m'a intégré dans la Dieudo-sphère parce qu'il voyait en moi un artiste. Et en fait, Dieudo étant un artiste, j'arrivais à communiquer avec lui. Ça peut paraître dur à dire, mais pour les gens qui ne connaissent pas Dieudo, c'est un mec plutôt lunaire dans la vraie vie. C'est pas un mec qui est... Tu vois, d'ailleurs, souvent les comiques sont pas des fanfarons dans la vraie vie. Contrairement, par exemple, tu vois, Soral est beaucoup plus fanfaron que Dieudo en réalité. Et donc, mon côté, moi aussi j'ai un côté un peu lunaire et tout que Dieudo a apprécié dans un premier temps. Sa femme me détestant tellement, si tu veux, il y a eu des problèmes d'entente qui n'ont fait que s'accroître avec le temps. Et ça a culminé parce que j'ai été accusé d'avoir dérobé au mariage de Dieudonné, auquel j'étais invité, mais non pas en tant qu'ami, mais simplement pour filmer,
En fait, on m'a accusé d'avoir dérobé des bouteilles de champagne, ce qui est littéralement impossible, parce que j'en aurais dérobé 12. En fait, c'est littéralement impossible parce que le frère de Noémie, qui est donc complice dans cette histoire, m'a amené à la gare de Houdan le lendemain matin. Donc en fait, sauf à mettre en fait, des bouteilles de champagne dans mon anus, je n'aurais pas pu en voler. Donc cette réputation de voleur et de mec qui coûtait de l'argent à la main d'or alors que mon activité n'était pas si grande que ça, ce qui est un comble, parce que je n'ai pas envie de... Si tu veux, il y a des choses que je ne veux pas forcément révéler parce qu'elles se révéleront peut-être d'elles-mêmes d'une autre façon en fait. Mais vu la radinerie sordide de Dieudonné en obstant son talent, c'était absolument injuste. Mais c'est un mal pour un bien parce que j'étais extrêmement mal payé, au black, dans des conditions atroces. Je ne m'accomplissais pas parce qu'en fait, quoi qu'ayant aimé mon côté artiste, Dieudonné ne me laissait pas s'exprimer dans la réalisation de films, etc. Parce que il a vraiment un mépris pour l'objet cinématographique tel qui faisait qu'on ne pouvait jamais préparer une scène. Il arrivait toujours au dernier moment. Il connaissait pas son texte. Il s'en foutait en fait. Il était là genre l'important c'est le contenu. Peu importe où on met la caméra. Or c'est important. C'est pour cette raison que L'Antisémite et Métastase sont vraiment pas des bons films. Au contraire. Donc j'ai toujours une affection pour ces films parce que j'y ai participé. J'ai vécu des belles expériences humaines, etc. Je veux pas cracher totalement dans la soupe. Mais Dieudonné m'a viré parce que l'espérance de vie d'un mec qui bosse à la main d'or est d'1 an, parce que les gens qui y travaillent sont complètement fous. Voilà, voilà je le dis, mais c'est tellement anecdotique. C'est anecdotique, bien sûr, les gens, dès que ça parle de Dieudonné, ils veulent tout savoir. Mais c'est anecdotique de la même manière que dans tous les boulots du monde qu'on peut exercer, on a affaire à des crétins parfois et tout. Et il y a une ambiance à la main d'or qui est pourrie. Voilà. Bah, écoute, on me dit aussi, et c'est une question, c'était Roman qui dit tu as avoué avoir participé au feu site boulevard Hitler. Peux-tu nous en parler? Je pourrais dire un truc mystérieux comme que c'est peut-être un site qui va renaître de ses cendres sous une autre forme. Un jour ou l'autre. D'accord, un jour ou l'autre à suivre. Voilà. C'est un site qui avait fait beaucoup ça parler. Ça donne aussi l'occasion de dire que aujourd'hui même, j'ai mis en ligne mon site internet. Alors je vous prie d'être, comment dirais-je, d'être gentil avec moi parce que en fait, je me suis dépêché de le finir pour ce soir pour pouvoir l'annoncer. Donc il y a encore quelques petites coquilles, quelques petites fautes d'orthographe. Je vais évidemment, pour un mec de lettres, ça le fait pas, mais je les ai vues tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de les changer. Et donc c'est simplement danielcommerciano.com. Je pense qu'il est activé, vous pourrez peut-être le tomber dessus de suite. Il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais à présent, je vais un peu délocaliser ma production, beaucoup moins publier sur Facebook et publier sur mon site où il y aura une rubrique journal intime, il y a une rubrique vidéo où je relayerai mes vidéos, une rubrique contact, c'est un site classique, mais où ma position politique et littéraire est clairement affichée. Et toi, parce que j'ai vu tes vidéos, elles sont... Alors t'es sur YouTube, mais t'es sur YouTube aussi. C'est là que le personnage dictateur, je l'ai mis sur YouTube, parce que je savais très bien que, d'ailleurs, à chaque fois que je fais une vidéo un peu hard sur YouTube, on me la supprime. Donc comme ma chaîne a presque 1000 abonnés, j'essaie maintenant de la jouer un peu... De toute façon, elle finira par sauter un jour, je sais pas quand, le plus tard sera mieux, comme ça me fera des abonnés. Mais quelque part aussi, se faire virer d'une chaîne, c'est un argument marketing. Hein. C'est-à-dire, genre Daniel, le mec qui n'existe plus sur YouTube. Déjà, Valek surfe un peu déjà là-dessus, quoi. Donc ouais, moi, il y a un moment donné, mais j'ai des solutions de traverse pour pouvoir exister encore. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, donc sur YouTube, j'essaie maintenant de faire de la pédagogie en n'employant plus les mots interdits, tout simplement. Parce que ça marche vachement par le signalement en fait. Oui, j'ai une vidéo qui a été signalée africain-italien. C'est un néologisme que j'ai inventé pour dire que j'en avais marre que les gens me disent que j'étais africain en basant ça sur une scène d'un film de Tarantino qu'ils ont vu. On dit que les Siciliens se sont fait sodomiser par des nègres il y a 3 siècles, donc en fait les Italiens seraient des nègres. Enfin bref, et cette vidéo a été signalée en masse, je le sais de source sûre, je ne donne pas ma source, par une communauté de noirs africains vivant en France. Donc ça te situe le niveau de courage, tu sais, genre en gros, on ne peut pas souffrir le point de vue de Conversano sur ce truc-là, donc on va se signaler cette vidéo, donc elle a été dégagée. De la même manière que ma vidéo Jules César était noir, où je m'indignais du fait que, en fait, aux États-Unis, ils font jouer Jules César par un acteur noir, ça devient à la mode maintenant, c'est Lancelot est un black, Einstein est un black, Gandhi est un Mexicain, plus rien n'a de sens en fait. Et simplement, avec un peu cette gouaille française qui me caractérise, je montrais que ça n'avait aucun sens. Et parce que j'ai dit une vérité qui fâche, finalement je me suis fait signaler cette vidéo. Donc voilà, je suis sur YouTube pour dire des choses un peu plus hard et un jour je ne serai plus nulle part, mais j'espère que j'aurai assez de fans pour qu'ils me suivent à ce moment-là et qui lisent ce que je leur envoie par mail, ma production écrite on va dire. Alors, on me dit
Un national-socialiste bossant pour un noir et voleur de faux champagne, c'est beau le fascisme. Bah, sauf que je les ai pas volés, donc t'as pas écouté ce que j'ai dit. Il a pas écouté. Alors, et alors attends, bossant pour un noir, avant d'être noir, Dieudo est talentueux, hein, et génial. C'est quand même un truc, un critère précis. Hein. En allant bosser pour Dieudo, je me suis pas dit, waouh, c'est la joie du multiculturalisme, parce que justement j'en souffrais à l'époque de cette dualité. Parce que en dehors de Dieudo, qui est un génie humoristique, la plupart des gens à la main d'or, qui tournent autour de lui sont des crétins finis à la pisse. On a vraiment des gauchistes, des parasites, enfin tu vois, Ahmed Moualeg, Jackie Sigaud au carré, enfin non mais voilà. Non mais si. Quand tu es violemment anti-gauchiste et que le mec que tu vois toujours, les mecs que tu vois toujours à la main d'or sont des gauchistes absolus en fait, qui finalement sont, en fait à part être contre les juifs, ils sont exactement comme les mecs de gauche. C'est-à-dire que c'est des gens à qui le discours racialiste ne peut absolument pas le sortir à la main d'or. Mais regarde, on est tous ensemble, il y a des blancs, il y a des beurs, il y a des machins. Tu dis oui, mais j'ai quand même le droit de penser ce que je veux. Et finalement, tu te rends compte que non. La main d'or, c'est quand même un foyer de gauchisme assez putride. Moi, c'est un truc... j'y ai mal vécu. D'ailleurs, l'année où j'y bossais, j'étais mal dans ma peau, quoi. J'étais plus gros que ça encore. J'étais boursouflé. J'allais au taf en traînant des pieds. En plus, ils me payaient le 26 du mois. Enfin, tu vois... Ben bref, voilà, c'était pas une belle période, quoi. En plus, toi, t'as participé, t'as dit tout à l'heure, t'as fait c'était quoi, Sandrine? Oui, j'ai filmé la deuxième version de Sandrine, qui n'ont pas commercialisé. En fait, j'ai réalisé après qu'ils m'avaient fait filmer ça pour me tester, en gros, quoi. J'ai filmé Mahmoud, dont je suis extrêmement fier. Ouais. Rendez-nous Jésus, et après, j'ai failli faire... il m'a proposé Foxtrot, parce que bizarrement, après qu'on soit... qu'il m'ait donné, il m'a viré, mais pas en disant je ne veux plus jamais revoir. Il m'a dit non, mais c'est plus vraiment utile qu'on bosse ensemble en permanence, c'est-à-dire que je vienne toujours à main d'or, que j'y dors, parce que j'ai même dormi pendant plusieurs mois à la main d'or. Ah ouais? Mais oui, Dieudo m'a... Ah, t'étais très proche. Ah mais oui, vraiment très proche. Bon, autant qu'on peut l'être avec un artiste comme ça qui a déjà 8 enfants, donc tu vois, déjà quand t'as une famille comme ça, être proche, ça veut déjà dire être le 15e. Donc je ne sais pas où j'étais, mais à un moment donné j'étais dans le top 20, oui, si tu veux, quoi. Mais en fait, on s'est même pas officiellement fâché de donner, même plusieurs mois après que je sois parti de Paris, parce que je ne pouvais plus financièrement vivre sur Paris lorsque je n'étais plus à main d'or, j'aurais pu parler à fatiguer. Bref, étant viré, je n'avais pas de travail pour rester sur Paris correctement, et il m'avait proposé de filmer Foxtrot également. Et sauf que c'était toujours avec des conditions pas possibles, en étant payé au lance-pierre, et si tu veux, tout génial qu'il soit, quand tu admires quelqu'un, tu peux lui faire une fleur une fois, 2 fois, 3 fois, après quand tu te rends compte que tu sais marcher sur la face, hein, tu vois, c'est... Voilà, je me suis dit Foxtrot, je verrai le spectacle en DVD, et tant pis si c'est pas moi qui l'ai filmé, quoi. Alors, qu'est-ce que je lis encore? Voilà, bon, comme je te dis, hein, beaucoup de gens d'accord. Alors il y en a justement, c'est vrai, qui te comparent à Kémy Séba et qui dit pourquoi quand Kémy Séba tient sensiblement le même discours sur l'Afrique, personne ne s'offusque, mais quand c'est un blanc comme Daniel qui veut une robe blanche, alors là c'est le tabou ultime. Il serait grand temps de vous remettre en question. C'est Mantas qui dit ça à certains autres métanotes. Et surtout que vraiment c'est le monde blanc, il y a le monde hispanique, il y a le monde latin, il y a le monde noir, il y a le monde maghrébin, il y a le monde russe, il y a le monde... Voilà. Il n'y a que les blancs qui sont obligés d'accepter cette propagande multiculturaliste. Et ça, c'est insupportable. On parlait tout à l'heure, tu essayes un peu de tempérer, et je comprends tout à fait. Moi, je suis un artiste, donc de toute façon, moi, mon but, c'est de créer une œuvre, c'est pas de tuer des gens. Tu vois, et si le monde chiait droit, moi, j'aurais tout donné pour, tu vois, être un artiste un peu à la David Lynch, tu vois, un artiste un peu dingue, qui est son univers, etc. Tu vois, même artistiquement, moi je suis même plutôt de gauche, quoi. J'ai un univers un peu barré, tu vois. Mais le réel m'a pris en otage. J'étais obligé de partir de ça parce que je ne pouvais même plus m'exprimer. Et je pense que le bolchevisme mental est si fort que même des artistes qui ne sont pas politisés, s'ils sont géniaux, comment dire, leur génie sera subversif en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a tellement de merde, par exemple, qui sortent au cinéma, qu'un grand réalisateur aujourd'hui, il proposerait des grandes idées de films, on ne les lui financerait pas parce qu'il serait subversif de par son talent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour cette raison aussi que je suis d'extrême droite. Parce que j'ai constaté que l'extrême droite avait tendance à mettre en avance dans une logique un peu hellénique d'excellence et de magnificence les projets les plus ambitieux et les plus dingues, mais dans le bon sens du terme. Voilà. D'accord. Ne parle pas de pudeur helléno-chrétienne. Hein. Bon, c'est On me dit Soral et Dieudo ont un point commun, ils s'entourent de personnes qui ne peuvent surtout pas prendre leur place. Ouais. Soral? C'est ce que dit Rodolphe, ouais. Ouais, mais Rodolphe a raison, bien sûr. Rodolphe a raison. Mais Rodolphe a raison. Rodolphe a raison. Soral se fait pas prendre en photo avec Vincent Vauquelin, il se fait pas prendre en photo avec Daniel Conversano, il se fait prendre en photo avec Morsaille.
Tu vois, dans une logique de réconciliation, machin bidule, tu vois. Moi, c'est ce qui m'a le plus déçu dans la dissidence, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, le monde professionnel du cinéma est vérolé et est tenu par qui on sait, donc on va essayer de passer comme ça, on va essayer de passer par... Et en fait, je me suis rendu compte que, quoi qu'ils disent le contraire, le but de la dissidence n'est pas de mettre en avant des gens qui ont du talent et du génie. Ce n'est pas ça, parce que s'ils le faisaient, tu comprends, ils seraient noyés dans la masse de l'excellence. Or, en fait, Dieudo et Soral, quels que soient leurs défauts, sont quand même des joyaux. Dieudo est sur scène, c'est un crack, même s'il a, bon, avec la fatigue de l'âge, il se répète un peu, mais c'est quand même un crack, moi il me fait encore marrer. Soral, tu vois, quand il parle, il peut te parler pendant 5 heures avec ses rhétoriques, à la fin, si tu veux, tu arrives à penser le contraire de ce que tu penses. Donc je veux dire, c'est des magiciens d'une certaine manière. Mais pour qu'il le reste vraiment sur cet Olympe, il faut qu'il s'entoure de gens médiocres. C'est-à-dire que quand tu vois que finalement l'associé en chef de Dieudo et de Soral, c'est Joe Corbeau, excuse-moi, mais je veux dire, Joe Corbeau, quoi, tu vois, des caricatures. À la place de Tintin, je mets Dieudo, c'est pas d'un niveau intellectuel et artistique, tu vois, c'est pas se taper le cul par terre. Donc, c'est un artiste. Le mot est fort, moi je trouve artiste. Ah ouais, oui, c'est un caricaturiste, c'est pas... Mais encore une fois, s'il existait avec d'autres gens à côté, je veux bien. Mais c'est pas le cas. Et encore une fois, il n'y a aucune erreur dans ce que je dis, parce que je comprends tout à fait que par ma ligne politique, il n'est plus possible maintenant que je sois relayé par ER officiellement, tu vois quoi. Mais il pourrait y avoir d'autres gens talentueux, tu vois. Moi j'essaie, quand il y a beaucoup de gens qui, étant artistes, et comme je commence à avoir, mine de rien, mon petit succès sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui m'envoient leurs poèmes, leurs trucs machin. Et en fait, moi je choisis les meilleurs, vraiment, selon mes critères. Mais je choisis les meilleurs, et même des gens qui peuvent me faire de l'ombre. Je t'assure, si un jour il y a un mec qui fait des conversations mieux que moi, je le relayerai. Parce que moi j'aurai quand même mon univers, et c'est pas parce qu'un mec est excellent que moi je le suis moins. Il est juste plus excellent que moi, tu vois. Je suis pas dans le trop côté, si je suis Salieri, s'il y a un Mozart, moi je suis content, tu vois. Et pour moi, c'est ça la vraie dissidence. Aujourd'hui, mettons le côté de politique de côté, sur le plan artistique, la vraie subversion, c'est le talent. Parce qu'on est tellement dominé dans tous les arts par la médiocrité, que ce soit la littérature, le cinéma. Le cinéma n'existe plus. Il n'y a plus de films normaux. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Moi, ce que j'appelle un film normal, c'est un film qui te parle de la vraie vie. C'est toujours des films. Je veux dire, tu vas devant ton multiplex, tu vois quoi? Alors, Bad Boys 8, Shrek, donc des films où ça se tire dessus, des comédies, des trucs complètement débiles, des dessins animés avec des gens de 50 ans qui vont voir des dessins animés, là, tu te dis, mais genre, ah ouais, mais c'est très intéressant, limite, après, ils font des trucs sur Doctissimo, sur Allociné, ils font des reviews, genre, tu vois, limite des titres de thèse universitaire pour commenter Shrek 12, ouais. Tu vois, enfin bref. Non, sur le plan artistique, ce monde me dégoûte profondément, et donc je ne regrette pas de ne pas participer à cette grande farce. Au contraire, moi je pense qu'en étant à la marge, je vais créer ma légende, et c'est de cette manière, légende, le mot est un peu exagéré peut-être, mais enfin, c'est comme ça que je vais rester dans les mémoires. Oui, parce que là on me dit, attention, ils disent il a un poids commun avec Soral, c'est un gros complexe narcissique. Bah, en quoi? J'ai pas dit que j'étais plus talentueux que les autres. J'ai pas dit que j'étais plus talentueux que les autres. Ah bah ils ont compris ça parce qu'il y a même dit ça y est, Dieudo l'a viré car il avait peur que Conversano lui prenne sa place. Ah non, j'ai pas dit ça de Dieudo, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai dit qu'il y avait un procédé général. Mais non, déjà je n'exerçais pas dans le même art que Dieudo. Dieudo était un mec de scène, j'ai jamais voulu être comédien. Donc il n'y avait pas de compétition. Je dis qu'il y a une politique générale de la dissidence, peut-être même inconsciente simplement, mais non, tu peux pas dire que je suis plus narcissique que Soral, franchement, quoi. Parce que c'est pas moi qui dis ça. Parce que déjà, c'est pas possible d'être plus narcissique que Soral, tu vois, quoi. Je sais plus c'est qui dit ça, c'est Jufolk. Ouais, non, mais pas du tout. Justement, je te dis le contraire. Voilà. Là, je relais un musicien en ce moment qui s'appelle Benjamin Vidal, qui est un mec qui a un talent extraordinaire de main, qui est un pianiste incroyable. En plus de ça, je pourrais être jaloux parce que j'ai toujours voulu être musicien. Pour moi, c'est l'art absolu. Et en fait, c'est un mec, dès que je pourrais parler de lui et le mettre en avant, et même si un jour il est plus célèbre que moi j'en ai rien à faire. Pareil, j'ai un ami qui s'appelle Romain Guérin, dont Adrien t'a parlé d'ailleurs. Oui, vous allez peut-être inviter, enfin peu importe, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est un mec qui pour moi est un poète extraordinaire. Et par ailleurs il est chanteur, donc soit les chanteurs c'est les mecs qui ont du succès, c'est-à-dire qu'il suffit que tu fais un tube, t'as toutes les nénettes qui veulent te sucer la queue. Je veux dire, si ça se produit, en aucun cas je serais jaloux, parce que pour moi, pourquoi je suis malheureux dans ce monde? Parce que ce monde est dénué, de plus en plus dénué de beauté. S'il y a de la beauté, moi je suis content. Et d'ailleurs, je critique Soral et Dieudo quand tu veux, mais j'admets que ce sont des gens talentueux. Parce que souvent dans la critique, les gens qui critiquent Dieudo disent ouais mais finalement il fait la politique, il fait plus de l'art et tout machin. C'est pas vrai, tout le monde se poile devant Dieudo. Même les gens qui sont pas d'accord, c'est bien qu'il ait du talent. Donc voilà. On me dit bientôt une danieloscopie, bah je sais pas qui c'est qui va la faire. Par LLP. Non, je sais pas. Pourquoi pas? Bah peut-être parce que ouais, enfin.
On me dit autant je comprends la plupart des concepts de Daniel, autant je ne comprends pas venant de quelqu'un qui se considère intelligent qu'il fasse du national-racial son combat. À une période où la situation est catastrophique sur des pans bien plus importants, oligarchie aux commandes, propagande omniprésente. Commentaire intéressant, même si je ne suis pas d'accord avec l'échelle des priorités, justement. Je pense que c'est une priorité. Toi, tu penses que c'est plus prioritaire, par exemple, l'Union Européenne, tu trouves que c'est moins prioritaire? Mais si, parce que non, mais si, c'est prioritaire, parce que l'Union Européenne est responsable de ça, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Mais c'est pas... C'est pas que l'Union Européenne n'est pas le problème, Oui. c'est que la conséquence, et là pour le coup est plus importante que la cause, c'est que la conséquence c'est que le génie européen est en train de mourir, tout simplement parce que les blancs européens sont en train de disparaître. C'est tout. Et donc oui, alors, mais le problème c'est que si je réponds vraiment à cette question, on repart sur le côté racial. Mais oui, le lien c'est que si tu privilégies pas le combat racial pour la sauveté des blancs, en fait l'excellence artistique disparaît de ce monde. En tout cas pour des domaines comme la littérature, la musique classique et les arts de la narration. Parce que tu as du génie africain dans le jazz ou dans certains autres domaines, mais tu n'as pas de génie africain dans les littératures. Très peu. Attention, je dis pas... non. Kim Seba ne sera pas d'accord avec toi. Hein. Mais oui, mais encore une fois, je te parle de quantité. Je te parle de quantité, de la même manière que... Ouais, peut-être parce qu'on les connaît pas en Europe. Il y a beaucoup... Les auteurs africains ne plaisante pas. Je veux dire, il n'y a pas d'équivalent de Dostoïevski noir, il n'y a pas de... C'est ainsi, la musique classique. Moi je connais pas assez toute la littérature africaine, mais elle est très nombreuse, très fournie. Encore une fois, je ne suis pas dans une logique de mépris, genre voilà, ils ne savent pas écrire, c'est nul, c'est à chier. Je te dis juste qu'il y a des formats qui ont été inventés par des civilisations, et c'est tout à fait logique que les civilisations qui en sont à l'origine soient celles qui le maîtrisent le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, ce que je trouve ridicule en ce moment, c'est les nanas blanches, d'ailleurs souvent c'est des Russes, je sais pas pourquoi il y a la mode là-bas, enfin bon. Comme quoi le mondialisme ça a bouffé la tête même des Ruskov. Le twerk. Non mais je veux dire, des nanas blanches qui essaient de remuer du cul comme des africaines, mais c'est ridicule au-delà de degré, déjà elles sont moins bonnes, donc en fait c'est laid. Elles essaient de se grossir le cul pour avoir un cul ferme, mais en fait il n'y a que les africaines qui arrivent à avoir ce cul à la fois gros et athlétique, tu vois quoi, et ça n'est pas de leur culture, je sais pas, c'est comme des maliennes qui se mettraient à faire du ballet, pourquoi? Je veux dire, ce n'est pas la culture malienne qui a créé cette chose-là, pourquoi, tu vois comme là, un blanc musulman ça te choque toi? Mais non, d'où vient cette question? Non, parce que c'est un peu la même chose, ça, il adopte. Non, mais déjà c'est un peu différent parce que l'islam est une spiritualité, donc déjà c'est pas pareil. Non, moi ça me choquerait, je vais te dire ce qui... Moi j'ai pas de problème contre l'islam, déjà soyons clairs, parce que je suis raciste, mais pas du tout, je ne suis pas du tout, je sais pas comment on dit le mot, mais j'ai pas peur des autres religions et je trouve bien qu'il y ait d'autres religions, tu vois, ça participe de la richesse du monde. Par contre, l'islam n'a rien à faire en France en tant que... Non mais oui, mais franchement, tu dis ça, mais en quoi est-ce choquant? L'islam n'a rien à faire en France pour la simple raison que la culture européenne n'est pas musulmane et n'est pas destinée à l'être. Alors je sais que les musulmans qui me suivent sont un peu emmerdés parce que sur le plan moral, ils aiment bien quand je balance des scuds, notamment sur les juifs et tout, et puis sur le côté je suis très anti-homosexuel, enfin homosexuel virulent, etc. Donc ce côté-là, les musulmans aiment bien. Par contre, quand je leur dis ouais mais vous avez rien à foutre là, ils s'énervent. Parce que eux sont dans une logique prosélyte. Tu sais que le musulman, la paix pour le musulman, c'est que tout le monde entier soit musulman. Donc tu vois, les juifs aussi. Oui, non mais je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est pas exactement le cas des chrétiens. Les chrétiens, à un moment donné, ont évangélisé, mais c'était pas dans une logique genre, en gros, là où je suis, dans les pays où je suis pas, où il n'y a pas Dieu, c'est le shaitan, tu vois, alors que le musulman est un peu comme ça. Mais bon, pour te dire, la seule chose qui me dérange avec l'islam finalement est périphérique, c'est que l'islam c'est quand même vachement lié à la langue arabe. Simplement parce que la parole divine du Coran a été révélée en arabe. Et donc moi j'ai des amis blancs qui se sont convertis, qui sont déjà des gens très bien, que j'aime beaucoup. Mais le problème c'est que moi qui suis un identitaire racialiste, ça me dérange parce qu'ils s'éloignent de la communauté et de la race blanche. Tu vois, à un moment donné, quand tu es musulman et tu l'enseignes aux 4 autres générations qui suivent, tu as plus grand rapport avec la France d'Edith Piaf, quoi, tu vois, ça c'est clair. Après, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est pas souhaitable, c'est encore un autre débat. Moi, je suis pas du tout anti-musulman. On me dit il a un côté BHL de la dissidence, autant racialiste, c'est le genre à faire la guerre sans l'aimer depuis le bunker. Bon non, parce que déjà j'ai une influence qui est très réduite sur les gens et qui se limite à mes 3000 personnes qui suivent mes vidéos, quoi. Donc oui, alors après, ça veut dire quoi? Je serais riche et influent, je serais un salaud qui dit aux gens d'aller faire la guerre? Non, parce qu'en plus, je ne parle pas de la guerre à l'étranger, je parle au contraire, moi, de chez soi, je parle du territoire, de la France. C'est-à-dire qu'en gros... moi, je suis vraiment nationaliste au sens pur du terme, c'est-à-dire que
chacun chez soi et on ne se fait pas la guerre. On se fait la guerre simplement pour protéger ses frontières. Et c'est pour ça que moi au départ, je suis Le Peniste au départ, parce que Le Pen c'est vraiment ça. C'est même d'une certaine façon sur le plan, je dirais, de belliqueux, enfin de la guerre, c'est même le contraire d'Hitler. Parce que Hitler était dans une logique d'expansion, mais c'est aussi parce qu'il considérait que les Allemands avaient besoin de place, enfin c'est encore un délire tu vois, mais et il a peut-être raison, parce qu'il y avait des Allemands en Autriche et des Allemands en Pologne, donc si tu veux réunir ta race, à un moment donné, il faut peut-être manger un peu. Mais Hitler n'avait jamais voulu, par exemple, l'Espagne soit dans le Reich. Il faut quand même pas oublier qu'il a attaqué la France, parce que la France là, lui a fait une déclaration de guerre. Tu vois, il n'y avait jamais de volonté d'empire à la Napoléon, hein, quand même, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Mais moi au départ, je suis vraiment Le Peniste, parce que moi ce que j'aime chez Le Pen, c'est l'idée, voilà, du Gaulois qui défend son village. C'est juste ça, parce que la vérité, et bon, évidemment, après toutes les horreurs, là je te parle dans la tête des gens, hein, tout ce que j'ai pu dire et qui sont considérés comme des choses qui sont considérées comme horribles, les gens ne vont pas me croire, mais la vérité c'est pas, c'est que moi je suis un fan des particularités culturelles de par le monde. C'est-à-dire que moi j'adore, quand je vais dans un pays, écouter la musique de ce pays. Et c'est pour cette raison que je vomis le mondialisme et que je vomis la politique métissolâtre. Parce qu'à force de te métisser, ton identité culturelle se dilue, c'est tout à fait logique. Parce que quand tu es un quart russe, un quart machin, un quart truc, à un moment tu n'as plus rien à transmettre à ton enfant, tu vois. Ça marche encore sur une génération. Tu es à moitié, je sais pas, moi par exemple, moitié italien, moitié français. Si j'avais un enfant, mais tu vois, regarde là, je te parlais de ma petite amie roumaine déjà, mettons on a un enfant, ça commence à avoir des problèmes d'identité. C'est-à-dire qu'il va falloir, par exemple, qu'il y ait une identité que je mette totalement de côté. Parce que mon gosse, moi, je vais me définir avec les gosses que j'aurai, parce que j'espère en avoir plusieurs, je vais me définir comme un Français aux yeux de mon gosse. Je vais pas commencer à dire, tu sais, moi je suis franco-italien, ta nana, ta mère est roumaine, mais en fait elle est moldave, tu vois. Donc au bout d'un moment, c'est un bordel sans nom. Donc la vérité, c'est que le meilleur moyen de préserver les identités culturelles et raciales, c'est de rester chacun chez soi. Et ce n'est pas seulement un slogan d'homme politique qui veut te baiser la gueule, c'est vrai. Si tu t'enlèves un peu le gauchisme, le nougat gauchiste que tu as dans l'oreille depuis 1000 ans, c'est pas toi, encore une fois, c'est un toi général. Et ben là, tu réalises que c'est le métissage qui noie les diversités. Parce que quand chacun reste chez soi avec sa culture, eh bien, en fait, sa culture, il la protège, et du coup, il y a plus de culture. Tu vois, les cultures régionales, par exemple, on les a complètement perdues parce que maintenant, il y a un nomadisme. Tu sais, genre, t'es étudiant, tu vas à Strasbourg, après tu vas à Montpellier, après tu vas, puis en plus, t'es élevé dans la haine de ton chez-toi, tu vois, il faut absolument que tu te casses à l'autre bout du monde. Et ben, ça, il faut que ça cesse. Et le national-socialisme, dans ses vertus, qui sont évidemment des vertus périphériques, parce que c'est ça, pas ça le but ultime, effectivement, mais dans ses vertus, il y a aussi le fait de préserver la souveraineté des peuples chez eux. Bien sûr. Voilà. Mais inévitablement, on va dire, l'évolution des technologies, des transports fait qu'il y a plus d'échanges. Tu peux pas... Oui, alors ça c'est un autre débat encore, mais je pense que... Oui, je suis un peu barjavélien là-dessus, donc l'auteur de science-fiction, qui souvent, voilà... non, c'est pas pour toi que je disais ça, c'était pour les internautes, parce que je sais pas un mot qui existe, je pense, barjavélien. Ouais, enfin bon, Barjavel. Barjavel, si tu veux, lui, pratiquement tous ses bouquins, c'est quoi? C'est genre, en gros, on a inventé un truc pour s'exploser la gueule, du coup on meurt. Donc on allait trop loin dans la technologie, tu vois. Je suis pas loin d'être barjavelien. C'est-à-dire que je pense que, à un moment donné, à part si tu te changes de planète, et tu considères que, mais encore une fois, ça c'est du suprémacisme galactique presque. Si tu considères, marrant d'ailleurs qu'on a ce son de mots, je vais le garder ça. Et tu vas sur une autre planète et en fait tu fais n'importe quoi parce que tu t'en fous. Là, oui, il y a mis des centrales nucléaires sur Mars, s'il n'y a personne qui y vit, pourquoi pas. Mais sur Terre, c'est une connerie quoi. Tu vois, moi j'ai des côtés un peu altermondialistes, hein, mais parce que je pense que vraiment, en plus c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai un ami qui m'a fait pratiquement le combat de sa vie. L'horreur qui a été de Tchernobyl, et d'ailleurs il devrait y avoir un révisionnisme historique là-dessus aussi, parce qu'il y a un nombre de morts considérable à Tchernobyl, et ça se compte en milliers, des centaines de milliers de morts, 800 000 liquidateurs qui sont allés là-bas pour enlever la merde que ce truc a créé, tu vois, et qui va rester pendant 100 000 années. Donc voilà, je pense que oui, les transports, ta remarque est intéressante, et ça me permet de te dire que par exemple pour moi l'avion, c'est une connerie, tu vois quoi. C'est-à-dire que l'idée que tu peux aller à 7 heures en Chine, ça te nique le cerveau quoi. Parce qu'à ce moment-là, ça t'ouvre des possibilités qui te conduisent à des comportements aberrants. C'est-à-dire en gros, j'ai envie de faire plaisir à ma copine, on va brûler je sais pas combien d'hectolitres de kérosène pour aller prendre un café, en plus qui est exactement pareil qu'ici mais dans le mondialisme, pour aller prendre un café à je ne sais pas où, à Kiev ou peu importe. Donc oui. Parce que, est-ce que aussi ce modèle justement que tu dénonces multiculturel, c'est
quand même une façon le modèle américain, anglo-saxon. C'est Parce que la technologie est plutôt occidentale. Mais si tel n'avait pas été le cas, tu vois, c'est pas, je pense pas que ça soit consubstantiel au fait que les anglo-saxons sont des, tu vois. Mais ceux qui nous vendent quand même ce modèle multiculturel, non, mais c'est pas les Chinois qui nous le vendent ou les... Oui, non, ça c'est vrai. Ou les Saoudiens, enfin bon, pour... C'est vraiment américain, c'est d'essence, enfin, j'ai envie de dire anglo-saxonne, puisque les Britanniques, ils ont aussi un modèle très... Là-dessus, je suis totalement d'accord avec Abozit, c'est que l'ennemi éternel, c'est l'Angleterre, hein. C'est certainement pas l'Allemagne, ni la Chine, ni même l'Afrique d'ailleurs, pour le coup, sur le plan... Oui, l'ennemi c'est ça, c'est sûr. Mais moi je suis violemment anti-américain, mais c'est besoin de le signaler. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi ça me paraît tellement évident que je n'en parle pas. Mais après, tu vois, c'est toujours pareil, d'ailleurs je parlais de nuances. Quand tu parles de géopolitique, moi je peux parler de mon pays. Mais quand tu commences à parler de géopolitique mondiale, t'es jamais à l'abri de dire une connerie, quoi. Parce que être anti-américain, c'est-à-dire quoi, être pro-russe. Moi j'aime bien la Russie, hein, j'aime bien les gonzesses russes, j'aime bien la littérature russe, j'aime bien l'immensité du territoire. Après, est-ce que c'est détendre, tu vois, enfin, je sais pas. Oui, l'ennemi, c'est le multiculturalisme sauce américaine, quoi. Des McDo partout, Friends et tout le tralala, quoi. La culture Friends, la culture... tu vois, tous ces gens, moi, ça m'en fout. En plus, les séries américaines sont de bonne facture. Donc quand tu commences à les regarder, en fait, tu es pris, tu es happé par la narration. Tu vois, alors évidemment, par exemple, je regrette pas d'avoir regardé Breaking Bad, mais t'as des trucs genre Desperate Housewives, quand je vois qu'il y a des gens qui passent leur vie à regarder ça, enfin quand même, enfin c'est des trucs, c'est du divertissement pur au sens pascalien du terme, c'est de la merde. Mais c'est le problème, c'est que c'est tellement bien fait, c'est comme une femme à poil, tu vois une femme à poil sur ton PC. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je suis pas anti-islam par exemple, parce qu'il y a plein de points qui sont géniaux dans les restrictions coraniques. Tu vois, genre, tu vas à Dubaï, tu peux pas aller sur un site porno. Je veux dire, mais c'est évident qu'on devrait tous faire ça. Parce que la pornographie, par exemple, c'est quelque chose qui t'agresse. Tu ne peux pas lutter contre. Quand tu as 17 ans, que tu te bandes du matin au soir parce que tu es jeune et vigoureux, et qu'en général à 17 ans, tu sais pas trop y faire pour comment tirer une gonzesse. À côté de ça, tu as une nana, voilà, je vais pas dire ce qu'elle fait, mais enfin, tu vois, tu vas sur un site de téléchargement pour prendre ton nouveau Picsou, et puis à côté, tu vois une nana qui suce une queue. Je veux dire, c'est trop fort. Tu vois, le problème, c'est que le multiculturalisme et l'American Way of Life, enfin bref, la chiasse américaine, on est obligé de la bouffer parce que c'est trop fort. Par exemple, le McDo. Moi, ça fait plusieurs années que je ne vais pratiquement plus au McDo parce qu'en termes de goût, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont comme ça, c'est le goût étudié pour plaire aux ados au McDo. Moi, franchement, quand j'allais au McDo à 17 ans, je trouvais ça bon, quoi. Ça me déplaisait pas. Et plus j'avançais dans l'âge, plus le goût me paraissait fade, ou alors ça me dégoûtait, c'était trop de gras, etc. Mais il m'arrive encore de manger au McDo, pourquoi comme dirait Diodo quand il fait j'aime bien quand il fait un peu le mec populaire, pourquoi parce que des fois tu arrives dans une ville, il est tard, t'as faim, il n'y a que ça d'ouvert. Il n'y a que ça d'ouvert et c'est exactement, c'est une réalité, oui. Et c'est placé à des endroits stratégiques, tu peux pas lutter. T'arrives, t'as fait 5 heures de train, le premier truc que tu vois c'est un McDo. Tu sais que dans 5 minutes tu vas bouffer. Tu y vas, tu vois. Mais c'est le procédé en lui-même qui est horrible. Et là pour le coup, ça va faire plaisir, je pense, à pas mal de métanotes, parce que je pense que tu as pas mal de conspi quand même hein, je dis pas ça au sens négatif, hein, mais tu vois, mais je suis un peu laïbiste sur ce point-là, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont trop fortes, et tu peux pas lutter contre, donc c'est satanique. Tu vois, c'est pas pour rien qu'on a souvent mis, tu vois, Satan prend la forme d'une femme belle, parce qu'une femme qui est super belle et qui va vers toi, genre, oh, t'es mignon, t'es talentueux, tu vois, t'oublies tout, t'oublies que t'existes, t'oublies que t'as une famille, t'oublies que t'as des responsabilités. Enfin, certains l'oublient plus que d'autres. Mais, enfin, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais voilà, tu peux pas lutter contre ça. Donc, effectivement, le modèle américain est atroce. Mais le problème t'es pas, c'est que je n'ai pas de solution en fait à t'apporter là-dessus. Parce que à part débrancher toutes les télés, interdire l'image, c'est-à-dire vivre en dictature. Il n'y a que ça hein, pour lutter contre le modèle américain. À mon avis, les gens qui sont le moins imprégnés de culture américaine, c'est quoi? C'est les gens à Cuba, en Biélorussie et en Corée du Nord. Je te dis pas que le modèle est souhaitable, mais il n'y a que comme ça que tu peux échapper à la chiasse américaine, quoi. Tu vois, au McDo, à tous les coins de rue et tout le tralala, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit c'est marrant parce qu'on me dit c'est l'histoire d'un métis avec une tête de Siciliano en couple avec une Roumaine qui va expliquer à ses enfants qu'être français c'est être blanc de souche et que sinon faut dégager. Bah écoute, moi je vais d'abord sauver la race blanche et si après la race blanche me demande de partir, je le ferai avec plaisir. Si les gens veulent absolument... Bah, pas en Afrique, hein. Ah, vous voulez pas? Ah bah ce jour-là, ils vont te le... Ah, ils vont s'en rappeler. Ah bah les Africains vont se rappeler de toi et dire, oh bah mon pote, comment ça... Non mais écoutez, je demande quand même à tous les méthanos de se remettre en question et de dire à quel moment vous avez intégré l'idée qu'un mec qui est blanc de peau mais qui a une gueule de latin n'est pas un blanc en fait. C'est vraiment un truc, c'est très récent comme idée, c'est très récent comme idée. Après je veux bien, évidemment
Encore une fois, c'est poreux. Il y a également l'Italie, la botte de terre. En plus, moi, je suis du sud de l'Italie. Je suis du sud de l'Italie, c'est vrai. T'es du sud de l'Italie. La Sicile a été occupée par les oui, Arabes mais je pendant ne suis très pas longtemps. sicilien, par contre. Je ne suis pas sicilien, je suis des Pouilles, tu vois. Ah oui, mais il est évident que il y a également du métissage parce qu'il y a une proximité géographique. Tu vois. Alors, je ne sais pas. Bon, moi, je suis monté sur 4-5 générations. Bah, je suis chaperché. Les Carthaginois, ils n'étaient pas trop blancs. Les Oui. Carthaginois. Non, mais d'accord. Mais l'idée, c'est le retour du chacun chez soi. Moi, au pire, si on me dit rentre chez toi, je vais en Italie. Encore une fois, ce serait pas grave. Mais je ne suis pas africain. Ça, c'est une réalité. Et les gens pourront me prendre les temps qu'ils veulent là-dessus parce que c'est mon seul origines, t'as jamais fait l'ADN là? Non, mais je suis remonté sur quelle génération Non, mais tu connais ce truc là, t'envoies ton ADN. Non, c'est quoi? Bah écoute, tu envoies ton ADN anonymement à un organisme et il te retrace les origines géographiques de tes ancêtres. Voilà, alors il y a des gens, je crois bien que c'est Hervé Ryssen qui l'a fait pour prouver qu'il avait des origines européennes. Ah, pourquoi on a dit qu'il était juif? Non, qu'il avait des origines extra-européennes et par ce biais-là, alors si je m'abuse, mais je crois bien que c'est lui qui pour démontrer et pour appuyer sa thèse. Moi ce que je sais c'est que quand je suis arrivé sur Paris, j'ai rencontré pas mal d'amis nationaux qui étaient époustouflés, on va dire, par ma sincérité, hein, pas par mon talent, sinon je me ferais pas un auto-plébiscite comme ça. Et donc ils ne croyaient pas à la réalité de mon combat. Alors j'étais obligé de montrer de ma bite pour montrer que je n'étais pas juif. Donc voilà, nous on se demandera rien. Non, mais tu verras que ça va venir les commentaires comme ça, les gens vont te dire non mais en fait s'il ouvre autant sa gueule et qu'on l'a pas encore dessoudé, c'est qu'en fait il est juif. Bah écoutez, s'il faut envoyer une photo, voilà, mais j'espère qu'après, si j'envoie une photo de ma bite, j'espère qu'après les gens diront Daniel a raison, ils feront un montage, ils montreront leur thumb. Voilà. Oui, j'ai lu la question de Sam, mais sincèrement c'est une question que je trouve pas très intéressante. Parce qu'ils demandent, on a déjà parlé, on va encore parler de Moalek et tout, et franchement ça me saoule. Donc je zappe la question. Désolé mon cher Sam. Alors, on me dit, avant de vouloir sauver la France, décroise-toi les jambes et coupe-toi les cheveux. Bon ça c'est... non, je viens de le faire. Tu vois, ils te les écoutent. Mais pourquoi les cheveux en fait on peut très bien avoir les cheveux longs, on ne peut être de gauche en fait. Presque 30 ans et j'ai encore des cheveux, je les garde. On en a vu dans 5 ans, c'est mort, donc voilà, je capitalise. Alors on me dit je n'ai plus de télé, je mange plus de McDo, c'est simple, mais monsieur qui a de grandes idées est tapé par le Giant, c'est fort de café. Je suis pas appelé par le Giant, je t'ai expliqué. Oh, écoutez, les gens sont malhonnêtes. Les gens sont malhonnêtes. Bon, ça troll un peu, ça troll un petit peu. Et des fois, je vais te choquer, il y a des fois je vais le bouffer dans des kebabs. Parce qu'en fait, mais c'est très rare, hein, parce que par contre les kebabs, c'est même pas tellement une aversion culturelle, c'est que j'ai des mauvais souvenirs avec quelques kebabs. Des fois j'ai bouffé de la viande avariée, hein. Bon, enfin bref. Ça n'a rien à voir avec la race, c'est qu'ils font n'importe quoi, c'est juste ça. Mais pareil, des fois les kebabs se verrent assez tard, et il y a un truc que j'aime bien, et voilà, je peux te dire les qualités des gens des pays du Sud, c'est qu'en fait tu arrives dans un kebab, ton kebab coûte 6,50, t'as 6,30, le mec il te le vend. Tu vois, tu peux pas faire ça au McDo. Et ça c'est, en plus moi qui suis de culture méditerranéenne, c'est quelque chose qui me manque ça. Tu vois, la rigidité, et à Paris c'est comme ça, tu vois. L'autre fois le mec a failli me tuer parce que tu vois, j'avais pris un café puis je me rendais compte que j'avais pas un bal 90, j'ai un bal 90 pour un café de merde, j'avais un bal 60, le mec était là genre non, donnez-moi ma carte d'identité, je me vous plaisantez en fait quoi, s'il vous prend en fait quoi. Bon, je sais pas, il m'a fait pris pour un arabe, tu sais quoi. C'est ça aussi avec ta tête. On me dit aussi, le métissage n'empêche pas le patriotisme. Vous dites vous-même que vous vous sentez français malgré vos origines italiennes. Les valeurs d'un métis né en France sont les mêmes que celles d'un français pure souche. Je suis moi-même de diverses origines et je me sens purement française. Je n'ai aucun problème identitaire. D'accord, non mais je la crois, mais c'est une femme? C'est une femme, ouais. Cette personne peut-elle quand même nier que globalement, les gens qui ont une double culture français-marocain, français-algérien, enfin bref, français-africain, ont tendance quand même à rester plus sur la leur. Et je vais citer Dieudonné, je suis désolé, parce que Dieudonné, il te parle souvent de ses racines camerounaises, il te parle rarement de ses racines bretonnes. Donc tu vois, il y a des cultures qui sont quand même vachement plus phagocytantes, tu vois. Et même par exemple, des fois c'est lié à qui est le père. J'ai remarqué que souvent quand le père n'est pas français, c'est souvent cette culture-là qui gagne. Par exemple, je t'ai cité l'exemple du sport. C'est souvent les hommes qui aiment le sport. Bon, moi, mon père, il regardait les matchs de la Squadra. Si tu veux, la France, il n'en avait rien à foutre. Surtout qu'en plus, sur le plan racial, il n'était pas français. Donc moi, si tu veux, encore aujourd'hui, alors qu'il joue comme des pieds et qu'en plus maintenant il y a un noir dedans, moi je supporte qui est nul d'ailleurs par contre, mais qui n'a rien à voir. Il est noir, mais il est nul. Enfin, c'est encore autre chose. Si marquait des buts, encore putain. Mais moi, en fait, je vibre quand il y a l'hymne de la Squadra parce que mon père était italien. Donc je suis encore mieux de l'âme que les autres de comprendre pourquoi en fait quand on est marocain français ou même ce qui est le plus souvent le cas marocain de parents mais qu'on vit en France, on aime son pays et on vit pour le Maroc, tu vois. C'est tout à fait logique. Après que ces personnes soient intégrées, écoute, bah oui, je vois bien, toi t'es un bon contre-exemple, je vois très bien que t'es plus français que gabonais dans l'attitude, c'est évident. Ouais.
Je me ferai beaucoup d'amis au Gabon. Ça veut pas dire que tu les aimes pas, mais ça veut Non, dire ça veut pas dire. Bah non, mais justement, au Gabon, on me reproche, je parle pas assez du Gabon. Mais oui, Alors, tu non, vois, mais parce qu'après, tu vois, si tu vis... je me fais tirer dessus justement pour ça, tu vois. Il y a même des mecs qui font des vidéos. Mais oui, tu te prends pour un Gabonais et tout, tu vois. Tu vois, donc... Ce que je dis dans une autre interview aussi, c'est que par certains autres aspects, mais je suis tellement français que si tu veux, j'en meurs de plaisir. C'est-à-dire que par exemple, l'humour français, il n'y a rien de plus beau sur Terre. Il n'y a pas un humour pour moi qui vaut l'humour français. D'ailleurs, quand je regarde des... comment te dire, quand je regarde des spectacles comiques italiens, j'en comprends le sens parce que je parle italien. Ah, tu parles italien? Ouais, mais je parle italien comme une vache espagnole. Tu vois, c'est-à-dire que je sais pas rouler les airs, des fois je cherche les mots. Enfin, tu vois, c'est. Enfin bref, je parle italien comme un mec chez qui on ne parlait pas italien quand il était petit. Tu vois, la vraie assimilation. Tu vois, je l'ai limite appris moi-même l'italien en regardant des films. Bref, ce que je veux dire, c'est que l'humour en fait italien, moi je ne comprends pas. Ça me fait pas rire. Tu vois, mais de la même manière, je t'ai cité ma copine roumaine tout à l'heure, elle regarde un spectacle de Diodo et là genre oui, bah, c'est drôle, c'est quand qu'il faut rire, tu vois, elle me voit rire, elle rit, tu vois, mais sinon voilà. Parce que l'humour est vraiment lié à la culture. Ça c'est clair, l'humour, bah voilà, c'est la dernière chose que tu comprends dans une langue. Tu peux apprendre le russe demain, dans 3 ans tu sauras toujours pas pourquoi un russe a ri là et pas là. Exactement.